Bonjour à tous et bienvenue sur la philosophie de combat. Aujourd'hui, on va parler de Marx, Karl Marx. Donc la question qui, à mon sens, traverse l'ensemble de l'œuvre de Karl Marx est la suivante. Combien devrait durer une journée normale de travail? Donc je répète, combien devrait durer une journée normale de travail? Voilà la question. Alors je vais faire la petite transition avec Kant. Pourquoi est-ce que on est allé au-delà de la philosophie kantienne, on a continué à faire de la philosophie après lui? Simplement parce que Hegel a rajouté une notion qui était absente un peu comment dirais-je, de la philosophie kantienne, c'est celle de l'histoire. Et je vais raconter justement une petite histoire pour vous dire pourquoi la philosophie kantienne ne règle pas tout, parce que tout simplement, imaginez que vous soyez un ouvrier à l'usine et que vous avez mal au dos. Vous allez voir votre patron et vous lui dites j'ai mal au dos, il me faut, je sais pas, des congés payés, il me faut que je me repose, il me faut une médecine du travail ou ce genre de choses. Et là, si on part dans une logique où c'est les mathématiques qui donnent la vérité du monde, à ce moment-là, je peux toujours répondre à cette personne, ah, mais mon taux de profit, c'est la chose la plus importante. Mathématiquement, je sais que si je vous offre du chômage, des droits des droits au chômage, en plus une assurance santé, des congés payés et tout ce genre de choses, bah mon taux de rentabilité il va baisser. Comme c'est le mathématique qui dicte ce qu'il faut penser du monde ou pas, eh bien le taux de profit reste quand même une vérité beaucoup plus sûre que savoir si tu as mal au dos ou pas. Et cette petite histoire pour dire quoi? Pour dire qu'il y a un problème dans la philosophie kantienne, c'est qu'elle ne règle pas tout et toutes les situations, et notamment celles dans la notion de l'histoire, ou tout simplement celles qui sont dans l'intériorité de l'homme et qui ne sont pas tout à fait prises en compte dans toutes les idées que propose Kant. À suite de ça, il y a un certain Karl Marx, qui était soi-disant l'homme le plus dangereux du monde, qui va quand même poser la bonne question, combien devrait durer une journée normale de travail? Pourquoi est-ce qu'il se pose cette question-là? Alors, on va prendre une journée normale. Vous travaillez, mettons, 6 heures de travail. Voilà, vous travaillez 6 heures de travail. En 6 heures de travail, vous avez produit, on part dans l'idée que vous êtes payé à la journée. En 6 heures de travail, vous avez produit un certain nombre de choses. Au bout de 6 heures, vous rentrez chez vous, vous faites ce que vous voulez. Eh bien, si vous travaillez 6 heures, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez produit, les produits vont être vendus et ça va faire, l'entreprise va gagner de l'argent. Le capitaliste qui vous embauche dans son usine va gagner de l'argent. En 6 heures, en gros, vous avez travaillé suffisamment longtemps pour produire de la marchandise qui va être vendue, et avec cet argent, on va pouvoir payer votre salaire et payer le capital investi. Parce que pour avoir une usine, il faut investir beaucoup d'argent, beaucoup de capital. Donc le capital capitaliste. Et donc voilà. Vous travaillez 8 heures, mettons. Mettons que vous travaillez 8 heures. Eh bien, en 8 heures, vous pouvez rembourser le salaire qui vous sera versé, vous remboursez le capital investi, et en plus, vous créez une plus-value. C'est-à-dire qu'une plus-value, c'est en gros à la fin de tout le cycle, quand on a vendu la marchandise, c'est ce qui va faire le bénéfice, qui va permettre à votre adorable patron de rouler en Mercedes ou je ne sais quoi. Et donc finalement, bah, c'est bien, vous avez travaillé 8 heures, vous avez été payé, vous avez remboursé le capital investi, et en plus votre patron il est content, il peut se payer une voiture de luxe ou je ne sais quoi. Mais par contre, si vous travaillez 16 heures par jour, alors 16 heures par jour, non seulement vous avez remboursé le salaire, vous avez remboursé le capital investi, et en plus, là, vous avez créé de la plus-value. Mais là, quand on travaille quand même autant que ça par jour, on parle pas de création d'une plus-value, on parle de l'extorsion de la plus-value. Parce qu'il y a quand même une forme d'injustice. Et c'est cette forme d'injustice, ce problème-là, qui est cristallisé par le nombre d'heures de travail, que va pointer Marx du doigt. Il y a une lutte de classe entre deux intérêts contradictoires. Il faut bien rembourser le capitaliste et lui procurer un peu de plus-value, sinon il n'y a plus de capitalisme, mais il ne faut pas que le prolétaire soit trop exploité, sinon il n'y a plus de justice. Alors cette notion de justice, c'est très précisément la réciprocité. C'est ce que parlait Aristote dans son livre L'éthique à Nicomaque. C'est quoi la réciprocité? C'est-à-dire que en même temps que moi, dans une journée de travail, je travaille et je gagne 10, et ben l'autre, s'il gagne 1 million en même temps, c'est qu'il y a un problème de réciprocité. C'est-à-dire que mes 10 heures de travail sont soit pas assez payées, soit les siennes le sont trop, parce qu'à un moment donné, il faut pas qu'il y ait trop d'écart. Il n'y a plus de réciprocité, c'est-à-dire que mon heure de travail ne vaut rien par rapport à la sienne, c'est qu'il y a un problème. Alors, euh, et en plus, le problème, c'est que cette situation, à long terme, engendre des tensions sociales et plus ou moins des révoltes. Pensez à 1848, la Commune et tout ça. Donc, ces genres de révoltes. Alors pour que l'économie fonctionne, il faut qu'il y ait un équilibre théorique qui va se cristalliser dans le nombre d'heures de travail par jour, dans l'optique qu'on est payé à la journée, c'est-à-dire que d'un côté, il faut bien que le prolétaire soit payé suffisamment ou travaille un nombre d'heures qui soit normal, sinon à part finir à l'assommoir, se souiller la gueule ou faire la révolution, il y a plus de but dans sa vie, il fait que passe son temps à l'usine, et donc il y a plus d'objectif dans son existence, et en même temps, il faut bien que on travaille suffisamment pour que les gens aient envie d'investir, d'avoir des entreprises et de créer des richesses.
Donc par contre, le problème, c'est que si ça on s'arrêtait là, bon, on se dit bon bah on n'a qu'à trouver un point d'équilibre. Oui, mais le problème c'est qu'il y a une lutte des classes. Il y a une lutte des classes, c'est-à-dire que ça se fait pas dans le consensus, la discussion, la dialectique. Ouais, je travaille un peu plus ou je gagne un peu plus, et puis on trouve un accord. Ça se fait de façon conflictuelle. C'est-à-dire que contrairement aux époques antérieures, au 19e siècle, donc le siècle où parle Marx, les classes dirigeantes, comme la noblesse, qui est fondée avant tout sur Dieu, avaient des limites, des interdits moraux forts et restrictifs. Or, les classes capitalistes dont parle Marx, à savoir les bourgeois, n'ont aucune limite et ont plongé le monde dans les eaux glacées du calcul égoïste. On passe d'une société de la satisfaction des besoins humains par nature limitée à une société à l'accumulation de richesses sans fin. C'est-à-dire que le problème, c'est que d'un côté, dans cet intérêt entre le travailleur qui veut soit gagner plus, soit travailler moins d'heures par jour, et de l'autre côté, le capitaliste qui veut, ou là pour le coup le bourgeois qui veut maximiser son capital, le problème c'est qu'il y a une lutte. Ils sont pas forcément d'accord, et le problème c'est que, en gros, le bourgeois a pété les plombs, et en plus il veut le plus d'argent possible, c'est une accumulation sans fin, ce qui ressemble à ce que les Grecs auraient parlé d'ubris, et l'ubris c'est-à-dire que l'accumulation sans fin, sans jamais aucun objectif, le but c'est d'accumuler de l'argent, et le problème c'est que tous les coups sont permis. Et en plus, ça crée à long terme, même si, mettons que les bourgeois, les capitalistes gagnent à long terme, ça crée un autre problème, c'est ce qu'on appelle la baisse tendancielle du taux de profit, c'est que le bourgeois voulant maximiser son profit dans une espèce de dinguerie sans fin, où il faut toujours plus d'argent pour être satisfait, eh bien, le souci c'est que bon, alors après avoir asservi et exploité le travailleur comme un esclave, ensuite, eh ben, finalement, pour être encore faire plus d'argent, qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il aura, comment dirais-je, il aura maximisé l'argent qui peut se faire avec le travailleur. Mettons qu'il arrive à le faire travailler 24 heures par jour. Au bout d'un moment, même si c'est pas possible, au bout d'un moment, il faut bien quand même encore gagner de l'argent. Alors on va baisser les prix. Alors les autres capitalistes baissent aussi les prix, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve dans une société où il y a une baisse potentielle du taux de profit. C'est qu'après avoir exploité à mort tous les ouvriers, eh bien on se finira par une société où pour gagner encore plus d'argent, il faut un peu diminuer les prix pour avoir une plus grande part de marché. Et au final, on va se retrouver non seulement on va se rendre compte que ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'au final, on finira par vendre ces produits tellement peu chers pour pouvoir encore les vendre que on se rendra compte, ça aura servi strictement à rien d'exploiter l'ouvrier pour juste prendre sa plus-value. Parce qu'au final, de toute façon, on gagnera rien du tout. Et au final, on est tous perdants, le prolétaire et le capitaliste. Donc le capitaliste, on peut pas laisser la situation se régler d'elle-même, et on peut pas laisser la situation comme ça, si vous voulez. À savoir que à l'époque de Marx, il y avait vraiment deux classes sociales. Il suffit de lire, je sais pas, Émile Zola ou tous les textes de cette époque-là pour se rendre compte que, effectivement, il y avait vraiment deux classes sociales. Le prolétaire qui était souvent, faut vraiment replacer ça dans l'histoire, qui est souvent un paysan qui est parti de la campagne pour aller dans la grande ville. Et qu'est-ce qui se passe dans la grande ville? Il y a des usines, on va travailler à l'usine. Seulement, le problème, c'est comme toutes les bonnes idées, tout le monde a les mêmes. Enfin, tout le monde a la même bonne idée, donc tout le monde va en ville. Donc il y a un surplus d'offres de travail, et la demande reste la même. Et le problème, c'est que forcément, il y a du chômage, il y a de la lutte des classes, on baisse les salaires, etc. Et puis au final, on maximise le capital. Mais qu'est-ce que ça donnera une fois qu'on aura maximisé le capital? Ça donnera une baisse tendancielle de tout profit, ce qui fait que tout le monde est perdant en finale, et que sachant que tout le monde est perdant en finale, ça sert à rien d'exploiter maintenant, à l'heure actuelle, le travailleur. Deuxièmement, dans ce rapport de force, les capitalistes sont moins nombreux et plus puissants, et les prolétaires sont plus nombreux et moins puissants. Sur le marché du travail, le prix du salaire journalier est déterminé par la loi de l'offre et de la demande. Le salaire est aliénant, c'est-à-dire qu'il permet juste de se loger, de se manger, de se vêtir à peu près, et puis après on n'a plus d'argent, on peut pas capitaliser. Donc il faut retourner le lendemain à l'usine pour pouvoir travailler à nouveau, et retourner le lendemain juste pour pouvoir survivre. Donc on n'est pas loin d'une situation qui serait à la limite proche de l'esclavage finalement, et donc il y a un problème là. Et le prolétaire ne peut pas se révolter car les capitalistes disposent d'une armée de réserve. C'est qu'en plus, non seulement on pourrait dire les prolétaires sont nombreux, mais on peut les remplacer. C'est ça le problème, ils sont interchangeables. C'est-à-dire qu'on peut soit il y a les chômeurs qui sont l'armée de réserve, donc ceux qui veulent travailler et qui n'ont pas de travail, les chômeurs. Plus tard, ça sera l'immigration, et demain, ça sera les robots. Donc rassurez-vous, l'histoire n'est pas finie. Donc, les prolétaires sont victimes de la cupidité des capitalistes, et par conséquent, pour retrouver un rapport de force, il faut que les prolétaires de tous les pays s'unissent pour faire une révolution qui mettra les prolétaires au pouvoir. Alors, le projet de base était lequel? Alors, premier constat, c'est de dire qu'on est dans une société, enfin, on n'est plus dans une société chroniquement de la pénurie, mais on est une société de richesse, donc on peut produire suffisamment de richesse pour tout le monde. Le but, ça va être de mettre les prolétaires au pouvoir. Que vont faire les prolétaires au pouvoir? Ils vont s'accaparer l'outil de production. On appelle la socialisation des moyens de production.
qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer en gros un plan quinquennal, et dans ce plan quinquennal, c'est comme ça que ça a été fait en URSS, ils vont dire voilà, on a une population de tant de personnes, et donc pour cette population de tant de personnes, on a tant de besoins, et donc comme on a tant de besoins, eh bien en gros, il faut produire tant. Et forcément, si on produit juste en fonction des besoins de la société et non pas en fonction d'un taux de richesse, eh bien on va forcément se dégager énormément de temps libre. Et c'est ça l'objectif, c'est se dégager du temps libre. Pourquoi faire? Eh bien, si on est musicien, bah, pour jouer de la musique, apprendre un instrument, etc. Si on est sportif, faire du sport, sortir, courir, enfin faire plein de choses. Si on est chercheur, avoir le temps de faire de la recherche, sans avoir comme ça l'impératif comment dirais-je, de production industrielle qui est derrière, mais pouvoir faire de la recherche pour comprendre le monde, ce genre de choses. Si on est artiste, voilà, on devient artiste. Si on est sportif, sportif, etc. Et c'est pas un concept, c'est de trouver du temps matériel. C'est pas un trouver du temps intellectuel, c'est trouver du temps matériel, concret, pour pouvoir justement se réaliser. On a cette notion qui nous vient des Grecs, qui s'appelle l'arrêté. L'arrêté, c'est quoi? C'est tout simplement l'excellence de l'homme. Et voilà, on a enfin le temps. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas le temps de le faire avant? C'est parce qu'il y avait de la pénurie, du manque, des guerres, etc. Maintenant, on pourrait tous s'unir. Euh, et devenir voilà, on s'unit tous, on prend en contrôle les moyens de production et on arrête ce délire de fuite en avant, et puis on stoppe un peu la société en quelque sorte, et puis on fait juste ce dont on a besoin, et on passe le temps libre, parce que ça va nous faire gagner énormément de temps libre, et ce temps libre doit être utilisé pour pouvoir se construire soi-même. Voilà, c'est ça le but. Alors c'est pas créer un homo soviéticus, c'est sûr. C'est pas non plus le but, c'est pas d'instaurer des comment dirais-je des camps de concentration avec des dictatures militaires, plus des polices secrètes, plus. Mais c'était pas ça l'objectif au départ. Enfin, j'imagine l'objectif était un peu plus généreux. C'était pas d'emprisonner l'homme, de créer un mur de Berlin où il faut mettre 50 tonnes, 50 mètres de béton pour que personne le traverse. Enfin, ça devient où ça devient vite n'importe quoi. Non, le but c'était quand même de créer une société harmonieuse où l'homme, les prolétaires, avaient le temps d'aller à l'usine, de travailler, de produire, de faire un tout petit peu de plus-value, mais aussi de produire suffisamment pour tout le monde. Tout le monde avait un petit peu la même chose, et puis surtout beaucoup de temps libre pour pouvoir exprimer sa personnalité. Malheureusement, euh, on a surtout été enfin, on n'est pas allé jusque là. Il y a eu la révolution dans les pays russes, et puis ça s'est arrêté là, il y a eu la révolution, puis après c'est devenu une dictature militaire, ça n'a pas allé jusqu'au bout du projet, et c'est malheureusement la grande reproche qu'on peut faire à Marx, c'est que on est toujours dans cette idée de lutte, donc forcément la lutte qui dit lutte dit violence, et donc ça n'a malheureusement pas fonctionné. Ce qu'on reproche classiquement à Marx, en gros, c'est de dire, voilà, ça ne va pas, il va y avoir une révolution, ça va aller mieux après. Et qu'en fait, la révolution et tous les problèmes que va amener la révolution, c'est pas grave puisque ça va amener une meilleure société après. Seulement, le problème, c'est le passage de la révolution à la meilleure société. On n'y arrive jamais. On voit surtout la révolution et on voit jamais ce qui s'ensuit, la meilleure société. Première, donc c'est d'avoir toujours de penser que dans une dialectique en trois temps, forcément le deuxième temps va amener le troisième temps. Ça s'est pas passé comme ça. Ce qu'on peut reprocher à Marx, c'est d'avoir oublié tous les ouvriers qualifiés, les boulangers, les bouchers, les graveurs, les plombiers, tout ce que vous voulez. Tous ceux qui sont qualifiés sont pas des prolétaires par définition. Le prolétaire n'a que ses bras. Alors que l'ouvrier qualifié, il sait des choses, il a un savoir-faire, ce qui lui permet de se vendre plus cher sur le marché du travail, et donc il n'est pas tout à fait compris dans cette idée, dans l'idée de la société marxiste. Troisième chose, alors vous savez, c'est bête de le dire, mais c'est vrai qu'il y a des patrons de gauche, il y a des patrons, des chefs d'entreprise, des capitalistes qui ont une sensibilité de gauche, on va dire en gros, qui se soucient du bien-être des travailleurs, de l'environnement et de toutes ces choses-là. Et alors je connais l'argument, les patrons de gauche c'est comme les poissons volants, c'est pas la majorité du genre, mais ça existe aussi quand même. Je pense à Robert Owen et tout le travail qu'il a fait à New Lanark, bien avant d'ailleurs que Karl Marx existe ou qu'il ait écrit, il y avait quand même des expériences socialistes qui étaient menées, et tout n'a pas, on a su très tôt par des expériences socialistes, justement ça. Regardez Robert Owen New Lanark. Alors, elles sont pas pléthores ces expériences, mais elles ont prouvé que économiquement elles sont valides, valables, et qu'on peut faire du social. Enfin, à l'époque, on pouvait être à la fois socialiste et en même temps comment dirais-je, à la fois socialiste et à la fois économiquement rentable. Comme aujourd'hui, il est parfaitement admis qu'on peut être rentable et écologiquement valide, c'est-à-dire qu'on peut prendre soin de l'environnement et toutes ces choses-là, et qu'en même temps on peut se faire du profit. Donc il faut, voilà, on a un peu oublié que comment
le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas que la jungle, c'est aussi des histoires humaines. On oublie souvent le côté humain dans l'histoire et que les rapports de force entre les patrons et les prolétaires et les bourgeois, pour aller vite, ne sont pas toujours il y a eu des problèmes, il y a toujours des problèmes d'ailleurs dans le monde, hein. Je veux dire, en Chine, toutes les usines ne sont pas, je suis sûr que travailler en Chine c'est pas rose tous les jours, mais mais comme en France d'ailleurs, des endroits où c'est pénible de travailler, puis il y a d'autres endroits où ça va mieux, où je sais pas, le management, on dit aujourd'hui, est un peu mieux fait. Donc voilà, c'est un peu à mettre en relation. Les prolétaires, c'est pas tout le monde. Les bourgeois qui exploitent à mort comme ça, c'est pas tout le monde non plus. On oublie souvent tout ce qui est secteur secondaire et tertiaire, surtout le tertiaire. Et puis voilà, on oublie le Fordisme, on oublie qu'il y a eu des tas d'avancements dans la société qui ont été faits par des chefs d'entreprise. Il faut pas oublier cet aspect-là non plus. Alors le marxisme, c'est bien, malheureusement. Je pense on est souvent dans l'idée de révolution et qu'on va améliorer ses conditions de travail en faisant une révolution là comme ça. N'oubliez pas cette petite idée tout simplement que le réactionnaire veut restaurer un ordre ancien et le révolutionnaire veut instaurer un ordre nouveau. Donc quelque part, on est toujours dans l'ordre, on est toujours dans le rapport de force, et finalement, plutôt de se dire qu'on va tout changer, plutôt, mais ça c'est peut-être une idée très française, je sais pas, mais de dire que on peut, ou très allemande, c'est on peut avancer dans la société de façon harmonieuse, sans se taper dessus, sans que ça soit trop violent. La discussion, ça marche aussi voilà. Alors en gros, ça donne quoi, hein? Ça peut donner tout simplement des prolétaires qui se mettent en syndicat, et de l'autre côté des chefs d'entreprise qui se mettent en syndicat, et les syndicats discutent, ils discutent sur des conditions intra-branche, ce qu'on fait en France à l'heure actuelle, et ça peut aussi bien marcher. C'est pas forcément la lutte, là, il faut que ça soit violent, il faut se passer les nerfs voilà, ou détruire les moyens de production, ce genre de choses. Non, ça peut aussi être fait de façon calme, réfléchie, harmonieuse. C'est pas toujours des rapports de force, ça doit pas toujours être violent, et tout ceci étant dit, n'oubliez pas que Marx reste d'actualité à l'heure où on parle actuellement en Europe, hein. C'est-à-dire que si le rapport de force entre les employeurs et les employés est rompu et que ça plutôt à l'avantage de l'un que l'autre, eh bien n'oubliez pas que se réveillent toujours des mouvements populaires qui disent il y a plus en gros, qu'est-ce qu'ils disent, tout Podemos ou Tsipras, Alexis Tsipras en Grèce, j'ai oublié le nom de son mouvement, ou en Italie, ou dans tout, même en France. Qu'est-ce qui se passe en gros? C'est qu'il y a des mouvements populaires qui disent quoi finalement? Il n'y a plus de réciprocité. J'ai l'impression que je vis dans une société où le temps que je vais passer à travailler, et ben il y a plus de réciprocité avec d'autres personnes qui dans cette même société passent leur temps à travailler. Et si on supprime ce niveau de réciprocité, on vient toujours très vite à la violence. Et le problème c'est que la violence ne donne jamais un projet d'une société meilleure ou une société meilleure, mais souvent donne juste la violence elle-même et tout le projet qu'on veut mettre en avant pour peut-être améliorer un peu ses conditions de vie. Euh, voilà, il faut savoir avancer doucement, mais avancer quand même. Et voilà, je pense que Marx a eu quand même raison, surtout à l'époque où il a écrit, ou quand je veux dire on lit Victor Hugo, Émile Zola, tous ces gens-là, Les Misérables, et tout, on se dit quand même là il y a un problème quoi. Mais alors attention, toujours se méfier. C'est vrai que si on pointe l'objectif de la caméra sur là où c'est le pire, c'est sûr qu'on va se dire c'est l'enfer sur terre. On aurait pu aussi pointer la caméra sur l'endroit où ça allait bien et on se serait rendu compte que la société du 19e siècle a certaines violences, à certains endroits c'était très violent, les rapports de force étaient violents, et il y a eu raison Karl Marx de proposer le capital comme vision du monde qui permettrait d'aller de l'avant, et en même temps il a un peu oublié tous les endroits où ça se passait bien, parce que tous les hommes malheureusement sont pas dans le délire et dans l'hubris, et beaucoup d'hommes, et heureusement, et j'espère la majorité des hommes continuent à être dans le, comment dirais-je, dans l'équilibre, l'harmonie, la discussion, voilà, donc le compromis, le monde des adultes quoi.